Un télégramme de seulement 2 lettres, suivi d'un décès. Bienvenue chez Détective Eternos, je suis votre hôte Louis. J'adore avoir des nouvelles de cette communauté grandissante. Laissez un commentaire et partagez votre écoute. Vos pensées donnent toujours vie à ces histoires. Commençons. L'air du début avril embaumait un léger parfum de jacinthe et de fumée de cheminée, tandis que le village de Little Wendelmere s'animait, ses haies soigneusement taillées et ses commérages finement aiguisés. À 16h10 précises, la cloche de cuivre au-dessus de la porte du bureau de poste fit entendre son tintement indigné habituel, tandis que mademoiselle Felicity Hardacre franchissait la porte, son châle de laine grise noué sur les épaules et un léger sentiment de supériorité face à ses courses. Elle n'était pas, comme elle le rappelait souvent, de ces villageois oisifs qui n'avaient rien de mieux à faire que de spéculer sur des petits pains au raisin et des projets de mariage. À l'intérieur, Madame Tupp, la receveuse de poste, leva à peine les yeux de son registre taché de thé. Les 2 femmes échangèrent des plaisanteries vives, le genre de plaisanteries que leur longue connaissance avait ternies. Mademoiselle Hardacre était venue chercher un colis de soie à broder commandé à Tunbridge Wells, mais ce qu'elle reçut était tout autre. Une enveloppe de papier crème, rigide, marquée « Télégramme, livraison immédiate ». Une lueur de curiosité, vite étouffée par la bienséance, traversa son regard. « Un télégramme ?» dit-elle en serrant légèrement les doigts. « Pour moi ?» Madame Tupp haussa les épaules. Le courrier était arrivé à 15h40. Très court, en effet. 2 lettres, c'est tout. Remis par télégramme d'Oxford. 2 lettres? Madame Tupp hocha la tête, visiblement ravie par l'énigme. Juste D. W. C'est tout. Pas de nom d'expéditeur, pas d'explication. J'ai vérifié. Mademoiselle Hardacre, les yeux plissés, ouvrit l'enveloppe sur le champ, révélant un petit carré de papier avec précisément cela. D. W. Ni plus ni moins. Elle le fixa, les lèvres pincées. « Ridicule » murmura-t-elle, sans vraiment convaincre. Elle plia soigneusement le télégramme et le glissa dans son sac à main, les doigts légèrement tremblants. « Bonjour, Madame Tupp. Mais Little Wendelmere n'était pas le genre d'endroit où les télégrammes énigmatiques passaient inaperçus. Lorsque mademoiselle Hardacre atteignit le coin de Willow Lane, la nouvelle du mystérieux message de 2 lettres l'avait précédée au salon de thé Green Shutter, où mademoiselle Marple mélangeait du sucre dans son assam affaibli, bien contente du calme et du chaos de la vie villageoise. Au même instant, à l'orée de la ville, là où les champs printaniers s'étendaient jusqu'à la lisière des bois, le jeune Harold Ditchley, promeneur de chiens, fit une macabre découverte. Un homme, face contre terre dans la boue, sous le sycomore noueux de Penrose Hill, immobile et mort. Une pierre ensanglantée gisait près de sa main droite. Le chien, un terrier noir débraillé et sans le moindre sens des circonstances, aboyait sans ménagement en direction de la botte inerte de l'homme. Au moment où l'agent Rowntree arriva du poste de police, le visage boursouflé et rose, le petit sentier était déjà bordé de têtes curieuses qui scrutaient les lieux depuis les haies et de têtes plus aventureuses qui se frayaient un chemin vers le scandale. « Pas d'identification, » dit l'agent, debout au-dessus du corps, son carnet humide de bruine. « Je n'avais jamais vu cet homme auparavant. »« Pas du coin, j'imagine. Étranger, » murmura quelqu'un derrière lui. « Toujours des étrangers. » Pourtant, alors même que le village s'agitait d'horreur et de spéculation, Miss Marple, ayant entendu Madame Tupp raconter le télégramme au comptoir du thé, se pencha en arrière dans sa chaise en osier et fronça légèrement les sourcils. 2 lettres. D.W. Pas de nom complet, pas de date, pas de message. Et pourtant, c'est sans aucun doute un message. Alors que la pluie commençait à tomber doucement contre la baie vitrée du salon de thé, elle attrapa son parapluie et ajusta son chapeau avec cette certitude tranquille qui précédait souvent la découverte de quelque chose d'assez désagréable. Au matin, l'identité du défunt allait susciter bien plus que de la curiosité.
et Miss Marple, bien que personne ne lui ait encore demandé son avis, avait déjà formulé les premières ébauches d'une théorie se dessinant dans la brume, attendant simplement que les pièces du puzzle se mettent en place. Elle devrait assister à la réunion du comité d'organisation de la fête paroissiale demain. Non pas que les banderoles ou les plateaux de sandwich lui tiennent à cœur, mais parce que Miss Felicity Hardacre serait là, et Mademoiselle Hardacre avait reçu un télégramme inexplicable. On disait à Little Wendelmere qu'un secret ne pouvait même pas éternuer sans attirer l'attention de la moitié de la rue principale avant la tombée de la nuit. Il en fut de même pour cette étrange mort près de Penrose Hill. Le soleil matinal avait à peine dissipé la brume que les spéculations s'épanouissaient avec une vigueur inégalée par les jonquilles sur la pelouse du presbytère. Madame Witherby, qui dirigeait la mercerie avec une oreille plus fine que la sonnette de sa caisse enregistreuse, a déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre à midi et avait déjà réduit la cause à un triangle amoureux local avant l'heure du thé. « C'est toujours une question d'amour ou d'argent », a-t-elle dit à l'épouse du révérend, dont le hochement de tête poli masquait le fait qu'elle aussi nourrissait des soupçons, même si les siens portaient sur des agents étrangers et des secrets dans les doublures de manteau, inspirés par un roman récent qu'elle n'était pas censée lire. Chez le marchand de légumes, M. Harkness raconta en détail comment Harold Ditchley était entré dans le magasin, pâle comme de la craie et essoufflé. Le pauvre garçon bégayait comme une cloche d'église octante, dit Hartnell. Il disait avoir vu le type allongé là, les yeux d'ouvert et une flaque rouge près de la tempe. C'était sinistre. C'était sinistre. Il disait que son chien n'arrêtait pas d'aboyer. Les terriers sont plus logiques que la plupart, je dirais. Dans le salon du Bluebell Inn, le colonel à la retraite Mayhew polissait son monocle avec un enthousiasme inutile. Des inconnus retrouvés morts n'arrivent pas sans raison. Il s'agit d'un acte délibéré. Croyez-moi, ce n'était pas un accident. C'était un coup fatal, une précision militaire, un coup. Mademoiselle Blythe, la professeure de piano, n'était pas d'accord. Elle était convaincue que l'homme était mort de peur. « C'est comme ça, vous savez, » ajouta-t-elle. « L'année dernière, le jardinier de mon cousin est mort subitement après avoir découvert un hérisson dans la remise à outils. En revanche, Miss Marple, assise tranquillement près du parterre de tulipes de son jardin, un petit tambour à broder posé sur ses genoux, n'avait adressé la parole à personne ce matin-là. Son expression exprimait un léger contentement, à l'exception d'un léger pli entre ses sourcils. Elle connaissait Felicity Hardacre depuis avant la guerre, avant même la Première Guerre mondiale, si l'on comptait le bal des moissons de 1913 où Felicity avait fait une scène malheureuse impliquant du sirop de fraises et une planche glissante. Mademoiselle Hardacre était fière, ordonnée et bien trop soucieuse de sa réputation pour laisser le hasard faire quoi que ce soit. Et pourtant, ce télégramme. D.W. 2 lettres, pas plus. Miss Marple soupçonnait fortement Felicity Hardacre de les avoir immédiatement reconnus et que son agitation n'avait que peu à voir avec la brièveté du message. La cloche de Saint-Aldelme résonna sur les toits. Dans son sillage, les voix du village se mirent à s'interroger, moins sur les spéculations, plus sur la soif de détails. L'agent Rowntree, malheureux mais généreux, avait affiché un avis sur le panneau de la poste indiquant que le défunt n'avait pas encore été identifié et que toute information pertinente devait être apportée directement à la gare. Il avait également mentionné, dans le Red Lion après sa deuxième pinte, que l'homme n'avait sur lui qu'un paquet de pastilles à la menthe poivrée, une montre-bracelet cassée et un billet de train d'Oxford daté de la veille. Ce détail se répercuta. Oxford. Pourquoi était-il venu de là? S'y attendait-il? Fuyait-il quelque chose ou se dirigeait-il vers quelque chose? Et le plus déroutant de tout, pourquoi s'était-il retrouvé sous un sycomore à Penrose Hill avec un crâne brisé et personne pour le réclamer? Miss Marple prenait son thé dans le jardin, tandis que le soleil filtrait à travers le
treillis de lierre. À côté d'elle était assise Miss Lavinia Crowthorne, venue rendre une tasse de thé empruntée, mais restée pour les dernières nouvelles sur l'affaire du télégramme. « C'est plutôt bizarre, tu ne trouves pas ?» dit Lavinia. « 2 lettres? Pas de nom, pas de message. Pourquoi s'embêter à envoyer un truc pareil? » « Il y a des moments, » dit doucement Miss Marple, « où les messages les plus courts sont ceux qui en disent le plus. Bien sûr, cela dépend du destinataire. On pourrait supposer que Miss Hardacre savait exactement ce que cela signifiait. Elle n'avait pas l'air de savoir grand-chose, dit Lavinia. Elle était tout agitée dans la rue principale ce matin. Elle est passée devant M. Bletchley sans un mot, ce qui est une habitude. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas vraiment bien. Miss Marple hocha la tête, enfilant soigneusement son aiguille dans le point de satin sur lequel elle travaillait. Il est fort possible que ce ne soit pas le cas. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, interrompus seulement par les aboiements lointains du terrier d'Harold et le grincement rythmé d'un vélo passant sur les pavés. Puis Lavinia se pencha en avant, l'air presque coupable. « Il y a autre chose. La femme du vicaire a dit que le frère de Felicity était à Oxford. Vous vous souvenez de lui? Douglas. Il ne s'était pas parlé depuis des années, une histoire d'argent et de transactions immobilières. Il était avocat, je crois, ou essayait de l'être. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle plia soigneusement sa broderie et la mit de côté. Son regard parcourut le jardin, les collines qui s'élevaient au-delà, et enfin le chemin de pierre bien tracé menant au chemin. « Les querelles familiales peuvent durer très longtemps, » murmura-t-elle, « et être très dangereuses. » Le lendemain matin, un second choc survint. Mademoiselle Felicity Hardacre ne se présenta pas à la réunion d'organisation de la fête paroissiale. C'était du jamais vu. Mademoiselle Hardacre avait un jour réprimandé le curé pour avoir commencé la réunion avec 5 minutes de retard. À 10 heures, l'inquiétude s'était muée en panique. La boulangère rapporta que les rideaux de Felicity étaient restés tirés toute la matinée et qu'aucune lumière n'était apparue dans le salon. Le gendarme Rowntree a été dépêché de sur place. Ce qu'il a découvert a ébranlé même les villageois les plus calmes. Mademoiselle Hardacre a été retrouvée effondrée sur le tapis de son salon, le visage pâle, l'expression figée dans une grimace de détresse. Elle était en vie, mais à peine. Le médecin a confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une overdose de somnifères, mais on ignore si c'était accidentel ou intentionnel. Le télégramme plié dans son sac à main à côté du canapé. Miss Marple, appelée par Madame Top peu après, se tenait sur le seuil tandis que le médecin posait son diagnostic. Elle baissa les yeux sur la silhouette sur le tapis, puis sur la rangée de photographies sur la cheminée, la plupart en noir et blanc, certaines décolorées par le temps. Puis ses yeux s'attardèrent sur un petit cadre argenté qui avait été retourné face contre terre. Elle se pencha et le redressa doucement. C'était la photo d'un jeune homme en uniforme. Le coin était jauni. Les initiales sur le cadre étaient D.W. Miss Marple ne haleta pas, ni ne s'exclama. Elle se contenta de pincer les lèvres, d'acquiescer une fois et de se retourner pour partir. Il y avait des questions à poser et des souvenirs à réveiller. Il était rare que quoi que ce soit à petit Wendelmer reste longtemps inexpliqué. Il y avait trop d'yeux attentifs, trop de théières remplis d'observations murmurées, et bien trop d'esprits méticuleux déterminés à organiser les événements du village selon un récit ordonné. Pourtant, la mort de l'étranger sur Penrose Hill et la chute soudaine de Miss Felicity Hardacre avaient semé la confusion dans les ragots, même les plus aguerris. L'agent Rowntree, malgré tous ses efforts, se retrouva dans la situation peu enviable d'avoir 2 énigmes entre les mains et bien peu de ressources. L'inconnu n'avait toujours pas de portefeuille, pas de papier d'identité et aucun bagage à la gare. Juste son billet aller simple pour Oxford, les désormais célèbres pastilles à la menthe et sa montre cassée.
Le rapport médical confirma la cause du décès, un traumatisme contondant à l'arrière de la tête. Pas de blessure défensive, pas de lutte. Il pouvait s'agir d'un accident, peut-être d'une glissade suivie d'une chute. Mais les pierres ne se frappent pas toutes seules, dit sévèrement le colonel Mayhew lorsqu'on l'informa de cette possibilité. C'est un meurtre, forcément. Pendant ce temps, Miss Marple descend Church Lane, son panier à la main, le regard légèrement distrait. Elle s'arrêta chez le primeur pour s'informer des petits pois, s'arrêta pour discuter de la météo avec la boucherie et, surtout, croisa Harold Ditchley près de la boulangerie où il se tenait, l'air gêné, son terrier attaché à un porte-vélo. « Bonjour, Harold, » dit Miss Marple d'un ton joyeux, le regardant à travers la dentelle délicate de son chapeau de soleil. « J'ai entendu dire que tu avais eu un sacré choc l'autre jour. » Harold se traîne, sa silhouette dégingandée, visiblement mal à l'aise. « Oh oui, Miss Marple. J'ai trouvé le type près du sycomore. Le chien a couru vers lui en aboyant comme un fou. Je ne savais pas quoi faire. Ça a dû être horrible, dit-elle doucement. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Quelqu'un à proximité? Peut-être des empreintes de pas ou un objet tombé? Il réfléchit un instant. Non, pas vraiment. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Son manteau était mouillé et boueux d'un côté, comme s'il avait été traîné ou était tombé, mais seulement à moitié sale. Et il y avait une odeur, pas celle du sang, quelque chose d'autre, plutôt sucré. Impossible à expliquer. Sucré? Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Comme un produit chimique? Harold fronça les sourcils. Peut-être, comme du liquide vaisselle ou du sirop contre la toux? Intéressant, murmura-t-elle. Et vous dites que le corps était près du vieux sycomore. Oui, juste à côté du chemin, près du vieux banc de pierre. Tout le monde dit que c'est hanté, mais je n'y ai jamais rien vu d'autre que des lapins. Miss Marple le remercia chaleureusement et poursuivit son chemin. Son arrêt suivant fut le bureau de poste de Madame Tup, où l'on ne parla que de l'hospitalisation de Mademoiselle Hardacre. « Elle a eu de la chance qu'il l'ait trouvée à ce moment-là, » murmura Madame Tup en baissant la voix, même si elles étaient seules dans la boutique. « Le médecin dit qu'elle s'en sortira, mais c'était serré. Je l'ai vue hier alitée comme une poupée, la pauvre femme. Quelqu'un lui a-t-il rendu visite hier après-midi? Demanda doucement Miss Marple. Seulement le médecin. Il a dit qu'elle était inconsciente à son arrivée. Mais Madame Tup a jeté un coup d'œil vers l'arrière-salle, puis s'est penchée plus près. Le vicaire a dit qu'elle avait été trouvée tenant quelque chose dans la main, pas le télégramme qu'elle portait. Sac bu, un petit bout de papier, déchiré, juste un bout, rien d'écrit dessus, pourtant, comme le coin d'une lettre. Miss Marple émit un léger son pensif. Je suppose que personne n'a retrouvé le télégramme lui-même. Oh, ça a été directement transmis au bureau de l'inspecteur. Ils ont posé des questions sur les initiales DE partout à Oxford, sans succès. Miss Marple inclina la tête et prit congé. La nuit tombait lorsqu'elle arriva au presbytère. Le révérend Stratton était un homme doux et érudit, passionné de botanique et de sermons qui parcoururent les psaumes avant de dériver vers des anecdotes morales. Il accueillit Miss Marple chaleureusement et lui offrit une assiette de biscuits à l'avoine. « J'avais le pressentiment que tu pourrais venir, » dit-il en lui versant un filet de thé. « Toute cette affaire est troublante. »« Oui, » répondit-elle, « et je crains que nous n'ayons vu que le début. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment avant que Miss Marple ne demande, d'un ton tout à fait désinvolte, « Avez-vous mentionné à Madame Tup que Miss Hardacre tenait quelque chose quand ils l'ont trouvée? » »« Ah oui. » Il hocha la tête. Un morceau de papier déchiré. On aurait dit qu'il avait été froissé dans son poing. Blanc, curieusement. Mais le bord était roussi, comme si quelqu'un avait brûlé le reste. « Chanter du papier est un acte dramatique, » dit doucement Miss Marple. « Cela implique le désir de détruire quelque chose rapidement.
Je me demande ce que c'était, et pourquoi seule une partie a été laissée derrière. Le révérend Stratton la regarda avec curiosité. « Vous croyez que... Oh, les deux incidents sont liés, puis la mort sur la colline et l'effondrement de mademoiselle Hardacre. Je crois, dit Miss Marple prudemment, que Miss Hardacre savait précisément qui était cet homme, et qu'elle avait reçu le télégramme non comme une énigme, mais comme un avertissement. » Il y eut une autre pause. Le révérend Stratton s'éclaircit la gorge. « Vous souvenez-vous de Douglas Waring ?» Les yeux de Miss Marple restèrent immobiles, mais sa main resta immobile sur sa tasse de thé. « Oui, dit-elle. « Très bien. C'était le frère cadet de Felicity. Il y eut un litige d'héritage, je crois, après le décès de leur père. Une histoire à propos d'un cottage à Northfield. Et, ajouta doucement le révérend, saviez-vous qu'il a disparu en 1947 ? Oui. Sa voix était maintenant basse. Ils ont retrouvé sa voiture près de la rivière, mais personne n'a été retrouvé. Tout le monde pensait qu'il s'était noyé. Mais Felicity n'y croyait pas, murmura Stratton. Elle avait dit à Edith, il y a des années, que Douglas reviendrait, et que si jamais il revenait, elle saurait exactement quoi faire. Miss Marple posa sa tasse de thé. « Je crois qu'elle a peut-être fait exactement cela, » dit-elle. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule plongeait le village dans une ombre lilas, un appel téléphonique arriva au commissariat local. Une habitante d'Oxford avait signalé la disparition d'un homme correspondant à la description du corps retrouvé à Penrose Hill. Elle expliqua qu'il était parti 2 jours plus tôt, en direction de Little Wendell-Mare, prétextant un passé à régler. Son nom ? Daniel Waring. Miss Marple, assise une fois de plus avec sa broderie et sa lampe projetant une douce lueur sur ses genoux, ne leva pas les yeux lorsque les cloches de l'église sonnèrent l'heure. Mais elle hocha la tête une fois, et j'ai repris la couture. Le lendemain matin, le nom de Daniel Waring s'était répandu à Little Wendell-Mare comme un murmure curieux, insaisissable et chargé de questions auxquelles personne ne pouvait vraiment répondre. Bien que peu de gens au village se souviennent de lui personnellement, le nom de famille Waring résonnait en lui, évoquant de vagues souvenirs du frère dont mademoiselle Felicity Hardacre ne parlait jamais, celui qui avait disparu près de 8 ans auparavant dans des circonstances que tout le monde avait poliment qualifiées de malheureuses. Il semblait maintenant qu'il était revenu pour mourir violemment sous un sycomore à Penrose Hill. L'agent Rowntree, encouragé par les instructions de l'inspecteur Cray du bureau du comté, commença à arpenter le village avec une énergie déterminée, mais sans grand succès. Sa première visite officielle fut au Bluebell Inn, où M. et Mme Hinchley tenaient un établissement soigné, plus connu pour son crumble à la rhubarbe que pour son registre des clients. Pourtant, si un étranger était arrivé au village, il y avait de fortes chances qu'il ait franchi leur porte. « Personne de ce nom ici, » dit Mme Hinchley, en époussetant son tablier. « Mais maintenant que vous le dites, nous avons bien reçu un gentleman vendredi dernier, juste pour la nuit. » Il portait un pardessus sombre et avait un léger accent. Pas étranger, juste raffiné. Il a dit qu'il était là pour rencontrer quelqu'un. Il n'a pas précisé qui. A-t-il signé le registre? Il l'a fait, mais il a utilisé le nom de M. Dawson. Nous n'avons pas posé de questions. Payé en espèces, avec une écriture soignée, il semblait plutôt convenable. Il était discret. L'agent Rowntree griffonna dans son carnet, puis jeta un coup d'œil au registre. La signature était là, Dawson, penchée, précise. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. « Quelqu'un est venu le voir ?» demanda-t-il. « Non, » répondit M. Hinchley, qui sortait de la cuisine, un torchon à la main. « Il est parti tôt le lendemain matin. Il est parti avant le petit déjeuner. » Zrenia. C'était le jour du meurtre. Rowntree hocha la tête et nota les détails. Mais c'était Miss Marple, bien sûr, qui remarquait ce que les autres ignoraient. En milieu d'après-midi, elle s'était rendue au presbytère sous prétexte d'emprunter un recueil de cantiques. En réalité,
Elle était venue demander à Edith Stratton, sur qui on pouvait toujours compter pour des confidences délicates, si Felicity Hardacre avait parlé de son frère ces dernières années. Une seule fois, dit Edith après un moment d'hésitation. Il y a environ 3 ans, on triait des vêtements pour la vente de charité et Felicity est tombée sur un vieux gilet. Elle a dit qu'il avait appartenu à Douglas, ou plutôt à Daniel. Elle n'a pas prononcé son nom. Elle a juste regardé le vêtement un long moment. Puis elle a dit, tout à coup, « Certaines choses ne restent pas enterrées, vous savez. » Je m'en souviens clairement parce qu'elle avait l'air effrayée. « Pas en colère ?» demanda doucement Miss Marple. « Oh non !» dit Edith. Effrayée, et peut-être pleine de regrets. C'était une distinction subtile mais importante que Miss Marple a conservée avec le soin d'un collectionneur plaçant un timbre rare entre les pages d'un album. Pendant ce temps, l'ambiance du village avait commencé à changer. Le charme du mystère, palpitant à ses débuts, cédait la place à un malaise sous-jacent. Le fait que le mort ne fût pas un inconnu, mais quelqu'un lié, même de loin, à la communauté du village, avait calmé le ton des conversations. Au magasin général, Madame Weatherby marmonnait à propos de vieux squelettes qui faisaient claquer leurs os, tandis que M. Harknell insistait sur le fait que la police devrait poser des questions plus difficiles à quiconque avait connu la famille Waring. « Commencez par le notaire, dit-il. Comment s'appelle-t-il? Celui de Northfield qui s'est occupé de l'héritage il y a des années. Il se trouve que cet homme était M. Bernard Gryce, un homme corpulent, amateur d'oignons marinés et réputé pour savoir précisément où se trouvait la volonté de chacun. Il vivait juste à l'extérieur du village, dans une grande maison légèrement en contrebas, aux vitraux qui ne s'accordaient pas toujours parfaitement. C'est l'agent Rowntree qui lui rend visite, mais le résultat est décevant. M. Gryce se souvenait vaguement de l'affaire Waring. Un petit héritage, quelques biens, rien d'extravagant. Les frères et sœurs s'étaient disputés, certes, mais ce n'était pas inhabituel dans les affaires de succession. À sa connaissance, Daniel avait disparu peu après la vente du pavillon de chasse familial. Le produit de la vente avait été partagé, bien que Felicity ait contesté la part que son frère était censé recevoir. Il s'agissait de signatures falsifiées, si ses souvenirs étaient exacts. Il a offert du thé à Rowntree, un scone au beurre et aucune autre aide. Un autre nom est apparu cet après-midi-là, un nom qui a provoqué une légère ondulation lors de la réunion de l'Institut des femmes lorsqu'il a été murmuré sous le bruissement des fiches de recettes. Arthur Bristow, un nom des décennies passées. Un ancien instituteur, aujourd'hui à la retraite, qui avait été fiancé à Felicity Hardacre. Du moins, c'est ce que l'on raconte. Il vivait toujours à Little Wendell-Mare, caché dans un cottage dont le jardin était plus envahi de mauvaises herbes que de roses et où les rideaux restaient tirés jusqu'à presque midi la plupart du temps. Miss Marple, femme discrète et experte en matière de bon temps, trouva l'occasion de passer devant son portail lors de sa promenade de l'après-midi. Elle s'arrêta juste le temps de lui faire signe à travers la haie. « Arthur, mon cher !» cria-t-elle en ouvrant la porte. « J'espère que tes genoux se portent bien aujourd'hui. » Il sortit lentement, s'appuyant sur une canne. « Miss Marple. »« Toujours un plaisir. J'imagine que vous êtes ici pour Felicity. » Elle pencha la tête. « Si ça ne vous dérange pas, oui. » Il fit un geste vers le banc sous le pommier envahissant, et ils s'assirent avec la tranquillité de vieilles connaissances. « Je ne me suis jamais marié, tu sais, » dit-il en regardant au loin. « Felicity, on s'est entendu autrefois, mais sa famille n'a jamais approuvé. Elle disait que je n'étais pas assez respectable. Son frère, surtout, jeune et arrogant. Toujours à fouiner, à se mêler de tout. Daniel ? Il hocha la tête. Oui, Daniel. Il ne s'intéressait pas à moi. Il avait trouvé une raison de semer le doute dans son esprit. Finalement, elle y a mis fin. Je ne l'ai plus jamais revu. Miss Marple attendit, laissant le silence parler de lui-même. Arthur soupira. «
Je l'avais vue la veille de son malaise. Nous avons discuté brièvement, à la pharmacie. Elle avait l'air affreusement malade, comme si elle n'avait pas dormi. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit « Revenu, Arthur, ce qu'on a enterré, c'est revenu. » Puis elle est partie. Il se frotta les jointures pensivement. Ça m'effrayait, Jane. Elle n'était jamais du genre à s'imaginer des choses. Si Daniel était vraiment revenu, alors peut-être avait-il ramené avec lui plus qu'une vieille rancune. Miss Marple se leva doucement et posa une main sur son épaule. « Merci, Arthur. Tu m'as été d'une grande aide. » Ce soir-là, tandis que le clair de lune éclairait les rues pavées, une tension subtile s'installa dans le village. Les fragments du passé, chagrin, accusation, à se réorganiser pour prendre une forme plus claire. Et Miss Marple, seule avec ses pensées, commençait à voir où les lignes de faille étaient les plus profondes. Il n'a jamais été question uniquement d'héritage. Cela n'a jamais vraiment été le cas. Le lendemain de la conversation discrète de Miss Marple avec Arthur Bristow, les nuages s'amoncelèrent bas et maussades, donnant à petit Wendell Mare une teinte grise qui correspondait à l'ambiance ambiante. Malgré la morosité, ou peut-être à cause d'elle, le village était à nouveau en effervescence, moins de ragots, mais davantage de spéculations qui s'étaient transformées en quelque chose de proche de la peur. Car si l'agitation initiale autour de la mort mystérieuse de Daniel Waring avait pris des allures de drame villageois, la situation prenait progressivement une teinte plus sombre. Mademoiselle Hardacre restait sous étroite surveillance à l'hôpital du village, son état étant stable, mais son esprit oscillant entre lucidité et lucidité. La police, désormais pleinement investie, avait commencé à interroger les résidents avec une plus grande formalité, posant des questions pointues sur des événements survenus près de 10 ans auparavant. Le plus troublant était la question murmurée que personne n'osait encore exprimer à voix haute. Felicity Hardacre avait-elle tenté de se suicider par culpabilité ou par peur? Dans son salon, Miss Marple posa son aiguille à repriser et se leva pour aller chercher son carnet dans le tiroir de sa commode. Elle conservait depuis longtemps un petit cahier à reliure unie dans lequel elle notait non seulement des crimes, mais aussi des propos tenus par les gens et, plus révélateur encore, la manière dont ils les expriment. Ce n'était pas une preuve au sens strict du terme, mais pour Miss Marple, les incohérences de la nature humaine étaient bien plus révélatrices que des empreintes digitales. Elle a feuilleté quelques pages et s'est arrêtée sur une entrée qu'elle avait griffonnée 2 jours auparavant. F. Hardacre a reçu un télégramme à 15h40. Il s'est effondré moins de 18 heures plus tard. Photographie de dédoublé retournée. Brouillon de papier signé à la main. Cette remarque la harcelait encore. Personne, pas même une femme en grande détresse, ne brûle une lettre en 2, à moins, bien sûr, d'être interrompu ou de ne pas savoir s'il faut la détruire entièrement. Miss Marple remit le carnet dans le tiroir et descendit l'allée, où l'odeur de l'herbe humide se mêlait à la fumée de la cheminée. Elle se tourna vers le bureau de poste, où Madame Tupp venait de disposer un plateau de bonbons au sucre d'orge dans la vitrine, essayant de faire comme si la présence de 2 agents de police un peu plus loin ne la gênait pas. « Je me demande, Madame Tupp, » dit doucement Miss Marple en entrant, « vous souvenez-vous de l'enveloppe dans laquelle le télégramme de Mademoiselle Hardacre est arrivé? Portait-elle une adresse de retour ou un cachet postal? » Madame Tupp, qui se targuait de se souvenir de tout ce qui concerne le courrier, plissa les yeux d'un air pensif. « Oh, il y avait le timbre habituel d'Oxford, mais pas le nom de l'expéditeur, juste le bordereau de télégramme plié à l'intérieur. Les télégrammes sont si particuliers, assez impersonnels. »« Et l'enveloppe ?» demanda Miss Marple. « Encore à la poubelle, peut-être ?» ?»« J'ai bien peur que non. L'inspecteur Cray l'a emporté avec le télégramme original. Il a dit que chaque détail pouvait avoir son importance, et à en juger par son expression, je pense qu'il le croyait. » Miss Marple hocha la tête. « Tout à fait. Parfois,
Un détail en dit plus qu'un long discours. À propos de discours, Madame Tupp baissa la voix et se pencha par-dessus le comptoir. « Vous ne m'avez pas entendu, mais M. Bletchley, l'assistant du notaire, dit à M. Grace que Mlle Hardacre est venue le voir la semaine dernière. Elle lui avait demandé de rédiger un codicille à son testament. Cela fait sourciller Miss Marple. »« Un codicille? Intrigant. Avait-elle changé de bénéficiaire? C'est étrange. Elle n'a rien dit. Elle est partie avant d'avoir signé quoi que ce soit. Elle lui a juste dit qu'elle considérait d'anciennes décisions. Assez troublée. Et, si je puis me permettre, Miss Marple, pas tout à fait elle-même. » Miss Marple sourit faiblement. « Je me demande si quelqu'un ne le fait jamais face à des fantômes. » Elle partit peu après et prit le long chemin à travers le village, passant devant la vieille école et le champ qui la surplombait. Le sentier menant à Penrose Hill était toujours délimité par un ruban de police souple, flottant comme un avertissement au vent. Mais le banc sous le sycomore, vieux et marqué par des décennies de pluie, demeurait silencieux et maussade, comme toujours. Elle resta là un long moment, les yeux rivés sur la terre. Rien de remarquable à première vue, juste de l'herbe humide, une petite plaque de mousse aplatie là où le corps avait reposé, et une odeur persistante de terre. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps qu'on regarde rarement les bords. Ses yeux voyageaient au-delà de l'évidence. Juste derrière le banc, presque masqué par un bouquet de lierre, se trouvait une parcelle de terre retournée. Pas récemment creusée, mais suffisamment remuée pour suggérer que quelque chose y avait été enterrée puis retirée. Elle s'accroupit prudemment, attrapa une petite brindille et tâta doucement la terre. Une empreinte peu profonde, pas plus de quelques centimètres de profondeur. Il ne restait rien à l'intérieur. Mais quelqu'un avait caché quelque chose ici, peut-être temporairement, peut-être en panique, et à proximité, coincé dans les racines du sycomore lui-même, quelque chose de pâle et de fin attira son attention. Elle s'est penchée. C'était un coin déchiré de parchemin rigide, humide, mais intact, avec une légère écriture dactylographiée qui n'avait pas encore complètement disparu. Seule une ligne restait lisible. « Rends ce qui n'a jamais été à toi, ou je le ferai ainsi. » Le reste avait disparu dans la décadence. Ainsi. Miss Marple le glissa soigneusement dans sa manche. C'était suffisant. Ce soir-là, de retour dans son cottage, elle déposa le morceau de papier à côté de ses notes et sirota son thé à la camomille en silence. Le télégramme ne mentionnait que D.W. Mais la lettre déchirée, brûlée sur les bords, menaçait de quelque chose de bien plus spécifique. « Rends ce qui n'a jamais été à toi. » Était-ce une menace? Une supplication? Une exigence? Le langage était révélateur. Retourner impliquait une possession, quelque chose d'emporté, de détenu sans raison. Et si Daniel Waring était revenu sous le pseudonyme de M. Dawson pour affronter sa sœur, alors peut-être que cette confrontation avait dégénéré bien au-delà des mots. Mais Miss Marple, toujours prudente, ne se permettait pas encore de tirer des conclusions. Au lieu de cela, elle plia la lettre et se tourna vers un tiroir verrouillé du placard latéral. Elle en sortit un petit volume relié en cuir contenant les archives paroissiales locales que lui avait offert il y a des années un curé reconnaissant pour l'avoir aidé à retrouver la broche disparue de sa grand-mère. Elle feuilleta les pages jusqu'à atteindre le W. Là, il y avait Waring, Daniel Alfred, baptisé en 1912, décès enregistré en 1947, présumé noyé. Mais ce qui a ensuite attiré son attention, c'est l'inscription d'un enfant, né en 1946. Illégitime, mère Evelyn Barton, père Daniel Dublow. L'enfant avait été adopté par un couple d'Oxford, aucun nom n'était mentionné. Miss Marple expira doucement. C'est le genre de détail que le monde néglige, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il est ancien, non dit, oublié, sauf, bien sûr, ceux qui ne pourraient jamais oublier. Elle s'est assise dans son fauteuil,
Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Le télégramme, le codicille, la lettre déchirée. Et maintenant, un enfant, une nouvelle lignée d'héritage, une lignée qui a peut-être menacé la vie soigneusement ordonnée de Felicity Ardagh, et peut-être, juste peut-être, quelqu'un était prêt à tuer pour le réduire au silence. Les fils commençaient à se rassembler. Et Miss Marple, avec le calme d'une femme tricotant pendant une tempête, commençait déjà à nouer le premier nœud silencieux. Le lendemain matin, la pluie tombait sans discontinuer, un crépitement doux et persistant qui transformait les ruelles du village en rubans glissants et donnait un éclat brillant aux vieilles maisons en pierre de Little Wendell Mare. Mais la pluie, comme tout villageois expérimenté le savait, n'interrompt jamais le flot des conversations. Elle se déplaçait simplement à l'intérieur, où les salons et les salons de thé bourdonnaient de voix chuchotées et de bouilloires fumantes. Au salon de thé Green-Shutter, la table d'angle près de la cheminée était devenue le quartier général officieux des spéculations. Madame Witherby, ayant abandonné sa broderie habituelle, était assise, ses lunettes enfoncées à miner, l'air sec comme une punaise. « On dit qu'elle est consciente maintenant, » dit-elle à mademoiselle Blythe, qui se versait une troisième tasse de Darjeeling, les mains tremblantes. « Mademoiselle Ardagh, je veux dire. Je ne parle pas beaucoup, cependant. Je suis un peu sonné. Pourtant, le médecin dit que la dose n'était pas mortelle. Ça devait être pour me faire peur. » Miss Blythe renifla. Ou une confession. Depuis la table voisine, mademoiselle Lavinia Crowthorne, feignant un vif intérêt pour un magazine, se pencha légèrement. L'air était lourd de tension. On pouvait presque entendre le village retenir son souffle. Mais pendant que les ragots tournaient en boucle, Miss Marple ne sirotait pas de thé. Elle marchait, résolument et seule, sur l'étroit chemin de gravier menant à Northfield Lodge, une maison majestueuse juste à l'extérieur des limites du village qui appartenait à Bernard Grace, l'avocat dont le nom était réapparu avec une fréquence croissante ces derniers jours. M. Gryce ouvrit lui-même la porte, une robe de chambre à motif cachemire cramoisi enroulée autour de sa taille considérable et un léger air de surprise en voyant Miss Marple sur son seuil. « Mademoiselle Marple, » dit-il en ajustant ses lunettes, un plaisir plutôt inattendu. « Je m'excuse d'appeler sans prévenir, » dit-elle avec un sourire aussi vif que son parapluie. « Je me demandais si je pouvais poser quelques questions. Par simple curiosité, bien sûr. » Il hésita, puis s'écarta, avec la résignation d'un homme qui savait quand la résistance était vaine. Ils étaient assis dans un salon faiblement éclairé, rempli de volumes de droit reliés en cuir et imprégné d'une odeur de cire à meubles au citron. Miss Marple déclina l'offre de thé, mais accepta un petit biscuit avec une politesse reconnaissante. « Je comprends, » commença-t-elle doucement, « que mademoiselle Ardagh vous a rendu visite récemment au sujet de son testament. » Monsieur Gryce soupira. Oui, elle était venue discuter d'un éventuel amendement. Une question de révision d'anciens arrangements. Très vague. J'ai supposé qu'elle s'intéressait aux œuvres caritatives, aux legs, rien d'inhabituel pour une femme de son âge. Mais elle n'a pas terminé le changement? Non, elle semblait distraite. Elle a évoqué des problèmes familiaux, sans donner de détails, puis elle est partie. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir aux implications. C'était l'expression. Curieuse, vraiment. Miss Marple regarda pensivement le feu crépite dans l'âtre. « Vous avez géré le domaine Waring, n'est-ce pas? Il y a des années. » M. Gryce se renversa, en arrière, l'air méfiant. « Oui, petit héritage. Propriété modeste. Il y avait un litige. Daniel prétendait que certains biens avaient été injustement répartis. Nous avons tenté un arbitrage, mais il a disparu avant que la situation ne soit résolue. Présumé noyé, finalement, Felicity s'est vue attribuer l'intégralité des biens. Et s'il était revenu? M. Gryce haussa un sourcil.
Juridiquement, cela aurait ouvert une boîte de Pandore. Techniquement, un décès présumé n'annule pas une réclamation, sauf preuve contraire ou déclaration. S'il avait été vivant, la succession aurait pu être contestée, voire annulée. Et s'il avait un enfant? Maintenant, M. Grease cligna des yeux. Je n'étais pas au courant d'une telle chose. Miss Marple lui offrit un sourire bienveillant. C'est rare, mais les registres paroissiaux peuvent être étonnamment instructifs. Je crois que Daniel Waring avait un fils, adopté, mais légalement traçable. Et si Felicity l'avait découvert, peut-être par l'intermédiaire de Daniel lui-même, elle aurait été incitée à modifier à nouveau son testament. Il semblait mal à l'aise. Si ce que vous dites est vrai, cela signifierait que l'héritage actuel est en litige. Cela dépend bien sûr si l'enfant est vivant ou non, ou si mademoiselle Hardacre le juge digne d'être nommée. Miss Marple se leva doucement. En effet. Je suppose qu'elle était encore en train de réfléchir. Elle quitta le notaire avec un teint légèrement pâle et un biscuit oublié s'effritant dans sa soucoupe. De retour au village, l'agent Rowntree avait fait un choix surprenant. D'ordinaire réticent aux conversations embarrassantes, il avait convoqué Arthur Bristow au commissariat sous le prétexte formel mais poli d'une clarification. L'instituteur à la retraite arrive avec un parapluie et un air renfrogné. On le conduisit dans une arrière-salle où l'inspecteur Cray, fraîchement arrivé du comté, était assis, raide, derrière un bureau. « Monsieur Berstow », commença Cray en jetant un coup d'œil à ses notes. « Vous étiez connu pour avoir eu une relation étroite avec mademoiselle Hardacre il y a quelques années. » Arthur hocha brièvement la tête. « Nous étions fiancés. »« Et vous aviez un différend avec son frère, Daniel Waring ?» Un autre hochement de tête. « Il est intervenu. Il a porté des accusations. Il a dit que je ne convenais pas. Il a ruiné l'arrangement. » Cray l'observa. « Où étais-tu, le matin du meurtre ?» Arthur fronça les sourcils. « Ici, chez moi, seul. Je n'ai plus de témoins. Et quelle est votre opinion sur le retour de M. Waring ?» La voix d'Arthur est maintenant fermée. « Je pense que cela aurait terriblement contrarié Felicity. Elle était fière. Elle détestait le scandale. S'il avait exigé quoi que ce soit pour révéler quelque chose, oui, je crois qu'elle aurait paniqué. Mais l'aurait-elle tué ? Demanda Cray sans détour. Arthur hésita. Non. Felicity aurait pu s'évanouir, écrire des lettres acerbes, voire sortir d'une pièce en trombe. Mais elle n'était pas violente. Cray griffonna dans son carnet, puis marqua une pause. « Tu lui avais rendu visite la veille de son malaise. Tu lui avais dit qu'elle avait peur. » Arthur hocha de nouveau la tête. Effrayé, certes, mais pas par Daniel, par autre chose. Autre chose ? Arthur le regarda droit dans les yeux. Il se demandait ce qui allait se passer ensuite. Plus tard dans l'après-midi, la police apprend que Daniel Waring avait bel et bien parlé à quelqu'un d'autre du village avant sa mort. Un livreur local se souvenait de l'avoir interrogé sur un cottage près de la limite sud où une certaine Evelyn Barton avait vécu avant de déménager dans le calme. Le cottage était maintenant vide, mais le garçon insistait sur le fait que l'homme s'était arrêté là pendant plusieurs minutes, debout à la porte, regardant les fenêtres barricadées. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas mentionné plus tôt, le garçon a haussé les épaules. « Je ne savais pas qu'il était mort, monsieur. » Miss Marple, en entendant cela, ferma les yeux. Evelyn Barton. Nom figurant dans le registre paroissial, la jeune femme qui avait donné naissance à un enfant dont le père était Daniel Waring. Et maintenant, coïncidence ou non, Daniel est revenu à Little Wendell Mere pour visiter la porte de ce même cottage oublié. Miss Marple savait que les secrets ne restaient jamais enfouis. Ils attendaient simplement le bon moment pour refaire surface, le plus souvent au moment où ils étaient le moins bienvenus. Ce soir-là, tandis que les lampes vacillaient à leurs fenêtres et qu'un silence s'installait sur le village, Miss Marple était assise tranquillement dans son salon,
les mains jointes sur ses genoux. Elle avait déjà vu ces modèles auparavant, de vieux amants, de vieux mensonges et de vieilles dettes que le temps seul n'a pu effacer. Et quelque part, parmi tout cela, parmi les testaments, les télégrammes et les silences amers, se trouvait la vérité. En attendant, le lendemain matin, lumineux et froid, l'air était vif et faisait scintiller les toits de Little Wendelmere sous un léger givre. Un étrange silence semblait s'être installé sur le village, dénué de la paix habituelle de la routine et d'un souffle retenu par une attente silencieuse. Derrière les rideaux tirés, des murmures circulaient de la cuisine au salon, pas encore assez forts pour faire vibrer les rues, mais néanmoins présents. La nouvelle, lorsqu'elle est arrivée, n'est pas arrivée avec un cri, mais avec un coup frappé. À 9h10 précises, l'agent Rowntree se tenait sur le pas de la porte du cottage de Miss Marple, le chapeau à la main, et les joues rouges, non pas à cause du froid, mais à cause de ce qu'il allait dire. Elle ouvrit la porte avant qu'il puisse frapper 2 fois. « Oh là là !» dit-elle en observant son expression. « Ce n'est pas mademoiselle Hardacre. Non, madame, son état est stable, toujours sous surveillance. Mais il y a eu un autre incident. » Miss Marple lui fit immédiatement signe d'entrer. À l'intérieur, la bouilloire commençait déjà à siffler sur la plaque de cuisson, et il accepta une tasse sans hésiter. Il ne but pas une gorgée, cependant. Il fixa simplement la vapeur comme si elle pouvait expliquer ce qu'il avait vu. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-il. « Près de Penrose Hill, même chemin, même banc. Elle a attendu. Quelqu'un s'est introduit dans la vieille sacristie, derrière les bois. » Le gardien remarqua la porte ouverte. À l'intérieur se trouvait un petit foyer, plus que des cendres, et parmi elles, il déglutit des bouts de papier, d'autres télégrammes, brûlés pour la plupart, mais un coin avait survécu. Sa présentation était identique à celle de mademoiselle Hardacre. Miss Marple posa sa tasse. Était-elle également adressée à elle? Rowntree secoua la tête. On ne sait pas. Il n'y avait que 2 initiales, A.B. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Miss Marple, à voix basse, dit Arthur Bristow. L'agent hocha lentement la tête. « C'est bien ce que nous pensons. C'est le même papier, même espacement, tapé depuis le même bureau d'Oxford, même s'ils ont du mal à retrouver le pays. Mais ce n'est pas le pire. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite photographie, jaunie et recourbée sur les bords. « Trouvée dans les cendres, » dit-il, dans une boîte en fer blanc sous le bois carbonisé. Il n'a pas entièrement brûlé. Miss Marple prend la photo avec soin. Il s'agissait d'une femme, ni jeune, ni vieille, debout devant une maison en pierre bordée de lierre. Elle portait un chapeau souple, légèrement incliné, et son regard vers l'objectif était saisissant. Ouverte, vulnérable, provocante. « Evelyn Barton » murmura Miss Marple. « Oui, c'est ce que nous pensons. Elle date de 1946, l'année de la naissance de l'enfant. » Rowntree hésita, puis ajouta « Il y avait une inscription, faible, mais nous avons réussi à la lire, pour Daniel, au cas où tu changerais d'avis. » Miss Marple ferma les yeux. Le passé ne revenait donc pas simplement. Il n'était jamais vraiment parti. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray convoqua une réunion privée au presbytère. Étaient au présent lui-même, l'agent Rowntree, le vicaire et son épouse, et, sur l'insistance de Cray, Miss Marple. L'inspecteur, un homme, trapu aux sourcils hérissés et à la mâchoire ferme, n'était pas homme à se laisser aller aux spéculations villageoises. Mais il avait vite appris qu'à Little Wendelmere, les spéculations de Miss Marple étaient le plus souvent un fil conducteur vers la vérité. « Nous avons un mobile, » commence Cray, les mains croisées dans le dos. Daniel Waring est apparu 8 ans plus tard. Il contacta sa sœur, probablement pour réclamer une part de l'héritage ou peut-être pour la confronter au passé. Puis il contacta Arthur Bairstow,
le faisant peut-être chanter à propos de la rupture des fiançailles ou d'un scandale oublié. Et il visita l'ancienne demeure d'Evelyn Barton. La femme du pasteur parla doucement. « Savons-nous si le fils de Daniel est encore en vie? »« Aucun décès signalé, » répondit Cray. « Adopté par un couple d'Oxford, nous le recherchons. » Miss Marple, restée silencieuse, prit la parole. « Inspecteur, puis-je vous demander si quelqu'un a parlé à Harold Titchley, au jeune homme qui a découvert le corps? » Cray cligna des yeux. « Nous l'avons interrogé. Il semblait assez sincère. »« Oui, j'en suis sûr, mais voyez-vous, quelque chose me tracasse. Il a dit que le corps gisait face contre terre, de la boue sur un seul côté du manteau, et il y avait une odeur douceâtre, presque chimique. « Liquide de nettoyage, » a déclaré Rowntree. « C'est possible. Ou quelque chose de plus sinistre. Du chloroforme, peut-être. » Cray se redressa. « Tu crois qu'il était drogué? » « Je crois que Miss Marple a dit calmement qu'il n'était pas mort à Penrose Hill. Je crois qu'il y a été placé. » La pièce devint silencieuse. Le vicaire toussa une fois, doucement. « Et je pense, ajouta-t-elle, que celui qui l'a placé là savait précisément comment faire en sorte que cela paraisse accidentel ou pratique. » Cray se frotta la mâchoire. « C'est une affirmation audacieuse, Miss Marple. Peut-être. Mais songez que Daniel Waring arrive au village sous un pseudonyme. Il envoie au moins 2 télégrammes, un à sa sœur, un à Arthur Berstow. Peut-être plus, puis il disparaît. On le retrouve mort non loin d'une hutte incendiée où des télégrammes ont été détruits, et quelqu'un avait tenté de détruire une photographie. Pourquoi la cacher, à moins que ce ne soit important? Rowntree a ajouté « Et Miss Hardacre tente de se suicider moins d'un jour plus tard. » « Ce n'est pas une preuve, » a déclaré Cray, quoique avec moins de fermeté. « Pas encore. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais c'est très proche. Cette nuit-là, un autre rebondissement est survenu, non pas sous la forme de preuve, mais d'une arrivée. Juste après 6 heures, un visiteur est descendu du dernier train sur le quai de Wendell Mere. Un jeune homme, grand, aux cheveux noirs et au visage calme. Il demanda son chemin vers le presbytère et n'emportait avec lui qu'une seule valise. À l'intérieur, enveloppée dans du papier brun, se trouvait une lettre. Une lettre signée par Daniel Waring et adressée à mon fils, l'enfant que personne n'avait vu, l'héritier que personne n'avait nommé, et très probablement la dernière pièce d'un puzzle longtemps enfoui sous des années de silence. Dans son salon, Miss Marple croisa les mains et regarda la rue sombre. Le passé est venu frapper à la porte, et quelqu'un, peut-être plus d'une personne, avait fait de terribles efforts pour empêcher que cela soit entendu. Le lendemain matin de l'arrivée du jeune homme, le petit Wendell Mere semblait inhabituellement silencieux, comme si les haies elles-mêmes écoutaient. La postière arrosa ses jardinières à 2 reprises, malgré les prévisions de pluie. À la boulangerie, Madame Copley oublia de sucrer les petits pains du matin. Même le colonel Mayhew, qui lisait habituellement le journal à voix haute dans les salons de thé avec un zèle militaire, resta inhabituellement silencieux. Le jeune homme avait été aperçu, brièvement, juste un bref aperçu, alors qu'il entrait dans le presbytère, son manteau humide de voyage et le regard fixé sur lui. La rumeur se répandit qu'il ressemblait étrangement à un certain Daniel Waring, un villageois disparu depuis longtemps, l'homme qui avait disparu, réapparu et reposait maintenant dans la crypte de l'église en attendant une enquête officielle. Mais ce n'était pas seulement la ressemblance qui faisait parler, c'était la lettre, celle qu'il portait. L'inspecteur Cray le tenait maintenant dans sa main, son papier brun déchiré avec précaution, révélant une seule feuille de papier à lettres vieillie, pliée à l'intérieur. Révélant « Je m'appelle Edward Barton », avait dit le jeune homme, debout dans le salon du presbytère, révélant une dignité tranquille. « J'ai été adopté par les Barton à Oxford. Je n'ai jamais connu mon père,
mais ma mère m'a quitté. Ceci scellé, et il m'a dit que je saurais quand il serait temps de l'ouvrir. Et c'est ce qu'il fait. La lettre était écrite de la main de Daniel Waring, confirmant tout. Un fils, une revendication, une ultime tentative de réconciliation. Cray était assis à son bureau dans le bureau improvisé au fond de la salle des fêtes, la lettre posée à plat devant lui. Miss Marple était assise en face de lui, l'air calme et pensif, ses gants soigneusement pliés sur ses genoux. « Il est venu revendiquer ses droits, » a dit l'inspecteur, « pour négocier la paix. Et maintenant, il est mort, mais pas avant d'avoir laissé derrière lui une complication juridique. » Miss Marple sirotait son thé. « Pas seulement légal, inspecteur, émotionnel. Il y a peu de choses plus dangereuses dans un village tranquille que l'apparition soudaine de vérités enfouies. Elle bouleverse les récits bien ficelés que les gens racontent depuis des années. Et tu crois que quelqu'un a peur de ce que Daniel pourrait dire? »« Oui, oui, répondit-elle. Et plus d'une personne avait raison. » Cray se renversa, en arrière. « Et maintenant, le jeune homme dit qu'il ne veut ni argent ni publicité. Il est venu uniquement pour connaître la vérité. Et pourtant... » Miss Marple sourit faiblement. « Et pourtant, c'est précisément cette décence qui rend les autres nerveux. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je crois que nous y sommes presque, inspecteur. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est un petit test. Non pas de preuve, mais de conscience. » Cet après-midi-là, Miss Marple donna un goûter. L'invitation fut discrète, adressée à quelques privilégiés. Arthur Bristow, Bernard Grease, Madame Witherby et l'épouse du pasteur. Elle demanda à l'agent Rowntree d'amener Edward Barton sous prétexte de le présenter à ceux qui avaient connu son père. Elle prépara elle-même le salon, avec de la porcelaine à motifs de rose et des napperons en dentelle, la théière préchauffée 3 fois et le gâteau aux fruits coupé avec précision. Rien d'inhabituel dans son attitude, rien ne trahissait le piège discret qu'elle avait si soigneusement tendu. À l'arrivée des invités, elle les salua tous avec sa grâce habituelle. Arthur Bristow était visiblement mal à l'aise, mais accepta sa tasse sans se plaindre. M. Grease, légèrement en sueur, déclina le gâteau. Madame Witherby parla un peu trop joyeusement de la météo, puis Edward entra. Il était calme, même si ses yeux parcouraient la pièce avec la curiosité méfiante de quelqu'un conscient d'être l'objet de multiples jugements. Miss Marple fit signe de s'asseoir près du foyer. « Tu me rappelles beaucoup ton père, » dit-elle doucement. « Je ne le connaissais pas, » répondit Edward d'une voix ferme. « Non, mais il te connaissait, assez pour écrire. » Elle attendait l'effet de ses paroles. Personne ne parlait. Puis elle se tourna vers Arthur. « Arthur, » dit-elle doucement, « je me demande si tu te souviens d'une dispute assez vive avec Daniel, juste avant sa disparition. » Bristow se raidit. C'était il y a longtemps. En effet, mais pas oublié. Voyez-vous, j'étais curieux de savoir pourquoi Daniel vous avait envoyé un télégramme, et pourquoi, une fois retrouvé, il avait été brûlé. Arthur serra les mâchoires. Il essayait de semer le trouble. Encore une fois, il avait toujours eu un don pour la cruauté. Miss Marple le regarda avec une gentillesse constante. « Et pourtant, vous n'avez pas signalé la réception du télégramme. Vous l'avez brûlé, ce qui suggère qu'il contenait quelque chose dont vous ne vouliez pas vous souvenir. » Arthur ne dit rien. Elle se tourna vers M. Gryce. « Et vous, Bernard, saviez-vous que Daniel était revenu à Little Wendelmere sous un faux nom? »« Je m'en doutais, » balbutia Gryce. « Il est venu me voir une fois. Il m'a posé des questions sur le domaine. Je n'ai pas réalisé que c'était lui au début. Mais une fois que tu l'as fait, je n'ai rien dit. Il n'avait pas l'air bien, agité. Pourtant, vous n'avez rien noté dans vos dossiers. Aucun avertissement à la famille. Je ne voulais pas causer de problème. » Miss Marple sourit à nouveau, très légèrement. « Et Madame Witherby, » ajouta-t-elle en se retournant, « vous connaissiez Evelyn Barton. Vous étiez camarade de classe, n'est-ce pas? »
Madame Witherby rougit. « C'était il y a longtemps. »« Oui, et tu m'as dit un jour que la plus grande honte d'un village était d'avoir un enfant caché. Je m'en souviens parce que tu l'as dit comme si c'était une vérité générale, alors qu'en fait, c'était très personnel. » La pièce s'immobilisa. Miss Marple se leva. « Je ne crois pas que Daniel Waring soit venu ici pour faire chanter qui que ce soit. Il est venu pour tourner la page. Il avait un fils. Il voulait que ce fils sache qui il était, et ce faisant, il a rappelé à tous ce qu'ils avaient choisi d'oublier. » Elle se dirigea vers le foyer et prit une petite enveloppe. « Ceci a été récupéré dans l'incendie près de la sacristie. » L'écriture est tremblante. Mais je crois que c'était celle d'Evelyn. Une lettre à Daniel. Jamais postée. Elle le tendit à Edward. Il lut les lignes effacées à haute voix, la voix tremblante. « Je ne regrette pas l'enfant. Seulement qu'il ne te connaisse pas. J'aimerais que tu reviennes. Si ce n'est pas pour moi, ce sera pour lui. » Il y eut un long silence. Puis Arthur Bristow se leva brusquement. Sa tasse de thé claqua contre la soucoupe. « Je ne voulais pas le tuer, » dit-il d'une voix brisée. « Je voulais seulement l'effrayer, le faire repartir. Il a dit qu'il parlerait à Felicity, qu'il ouvre le village en grand. Je pensais pouvoir le réduire au silence par la peur. » Il s'assit à nouveau en tremblant. Miss Marple ne dit rien. Elle posa simplement la main sur l'épaule d'Edward. Cela avait suffi. L'épreuve finale n'a jamais résidé dans le piège, mais dans la manière de le raconter. Laisser la culpabilité monter à son rythme, comme le thé infusant jusqu'à son amertume la plus intense. Dehors, les cloches de Saint-Aldelme sonnaient pour les vêpres. Et dans le silence qui suivit, le passé expira enfin. Son emprise s'est enfin relâchée. La confession, lorsqu'elle arriva, ne fut pas accompagnée de menottes ni d'un halètement théâtral. Non, elle survit discrètement, comme tant de vérité à Little Wendelmere, telle une bouilloire posée délicatement sur le feu, telle la fermeture en douceur d'un tiroir longtemps resté fermé. Arthur Bristow était assis, affalé dans le fauteuil d'appoint du vicaire, comme si le poids de ses propres secrets avait fini par l'étouffer. Dehors, la pluie était revenue en fines nappes brumeuses, obscurcissant les fenêtres et enveloppant le village d'un silence que même les oiseaux semblaient réticents à rompre. L'inspecteur Cray était assis en face de lui, son carnet fermé, le crayon posé à plat sur le dos. « Voyons tout, » dit-il d'une voix égale mais inflexible. « Dès le début, monsieur Bristow. » Miss Marple resta à proximité, sans parler, sans inciter, observant simplement avec l'air de quelqu'un qui avait vu le motif du tissage bien avant que le fil ne se défasse. Arthur Bristow se lécha les lèvres. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était rauque de fatigue. Il est arrivé à ma porte juste avant le crépuscule, la veille de la découverte du corps. Je ne l'avais pas vu depuis des années, depuis qu'il avait tout gâché entre Felicity et moi, mais je l'ai reconnu tout de suite. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Il paraissait plus vieux, certes, plus mince, mais il était toujours Daniel, toujours avec la même assurance, la même ruse, et il a dit qu'il reviendrait pour ce qui lui appartenait. Cray pencha la tête. « Le domaine ?» Arthur secoua la tête. « Et pas seulement. Il parle de son fils. Il dit qu'il l'avait retrouvé, connaissait son nom, savait qu'il était devenu un jeune homme bien. Il dit que Felicity avait menti à tout le monde, enfoui le passé, et qu'il n'allait pas la laisser faire comme si de rien n'était. Il me dit qu'il lui avait envoyé un télégramme. Il m'annonça qu'il irait voir le notaire ensuite. Et puis, juste avant de partir, il dit qu'il pourrait parler à Edward de celui qui l'avait tenu éloigné toutes ces années. » Les yeux de Miss Marple restèrent fixes. « J'ai écrit à Daniel une fois, » admit Arthur, « quand Felicity et lui se disputaient l'héritage. Je lui avais dit qu'il valait peut-être mieux qu'il quitte la ville, que sa présence ici ne faisait qu'attiser la douleur. J'étais en colère. J'avais perdu Felicity et je lui en voulais.
Je n'avais jamais imaginé qu'il disparaîtrait. Il s'est frotté les tempes. Quand il est revenu et a menacé de tout révéler, j'ai paniqué. Je me suis souvenu de cette lettre. Je me suis dit que si Edward la trouvait, il croirait que j'avais conduit son père à la mort. Je ne pouvais pas affronter ça. Plus jamais. « Tu l'as suivi ?» demanda Cray. Arthur hocha la tête. « Cette nuit-là. » Il marchait seul vers les bois. Je l'avais vu quitter l'auberge. Je l'ai rattrapé près du sycomore. Je voulais juste le confronter. Je lui ai dit de quitter la ville, d'arrêter de semer le trouble. Il s'est moqué de moi et a dit que j'étais toujours le même petit homme jaloux. Il s'est retourné pour s'éloigner. J'ai attrapé son manteau. Il a trébuché. Il a glissé. « Tu veux qu'on croie que c'était un accident ?» demanda sèchement Cray. Les yeux d'Arthur se sont remplis d'eau, mais sa voix est restée monotone. « Je ne l'ai pas frappé. Pas sur le coup. Il s'est cogné la tête contre le chemin de pierre en tombant. Il est resté immobile et j'ai paniqué. J'ai cru qu'il allait se réveiller, tout révéler. Alors, je l'ai traîné hors du chemin. Je l'ai caché. Et quand j'ai compris qu'il ne se réveillerait pas, j'ai couru. Miss Marple a parlé pour la première fois. « Et les télégrammes ?»« J'ai brûlé le mien le lendemain matin, » dit Arthur. « Puis je suis allé à la sacristie pour détruire tout le reste. J'ai trouvé l'enveloppe. Une photo. Je n'ai même pas regardé attentivement. Je pensais que si je détruisais le reste, personne ne pourrait jamais remonter jusqu'à moi. » Cray se pencha en avant. « Vous comprenez, bien sûr, que dissimuler un décès, même s'il est déclaré accidentel, est une infraction grave. » Arthur baissa la tête. « Moi aussi, et je suis prêt à répondre. » Le silence régnait. Dehors, la pluie continuait. L'inspecteur Cray s'est levé. « L'agent Rowntree vous accompagnera au poste. Nous rédigeons et archivons votre déclaration correctement. » Arthur se leva lentement, jeta un dernier regard au foyer et suivit le connétable sans protester. Lorsque la porte se referma derrière eux, Cray se tourna vers Miss Marple. « Je suppose que je vous dois des remerciements, » dit-il, non sans gentillesse. Elle sourit. « Pas du tout. Arthur a toujours été un homme fier, mais l'orgueil et la culpabilité ne durent pas longtemps. Une fois les bonnes personnes réunies, le reste n'était qu'une question de patience. » Cray tapota la lettre pliée qu'Edward Barton avait apportée, toujours posée sur la table d'appoint. « Le fils. Crois-tu qu'il réclame l'héritage? »« Je ne sais pas, » répondit Miss Marple pensivement. « Mais je crois qu'il n'est pas venu pour de l'argent, mais pour des réponses. Et maintenant, peut-être les a-t-il. » Ce soir-là, Edward Barton se tenait tranquillement à côté de la porte du cimetière, regardant le simple marqueur de pierre nouvellement placé au bord du green. Daniel Alfred Waring, 1912-1955. Un homme qui est revenu. Miss Marple s'approcha doucement, ses pas ne faisant aucun bruit sur l'herbe mouillée. « Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça, » dit-elle. Il hocha la tête. « Il a fait des erreurs, n'est-ce pas? »« Nous le faisons tous, » répondit-elle, « mais nous ne cherchons pas tous à nous racheter. Ce qu'il a fait de lui un homme plus rare que la plupart. » Édouard hésite. « Tu crois que ma tante va me parler? »« Elle aura peut-être besoin de temps, » dit Miss Marple, « mais le temps adoucit plus qu'il ne durcit, surtout quand il s'agit de famille. » Il esquissa un léger sourire. « Je ne vais pas insister. Je voulais juste savoir d'où je venais. C'est aussi une forme de justice, a-t-elle dit. Pas celle que rendent les tribunaux, mais peut-être celle qui guérit. » Ils restèrent là un moment de plus, laissant la pluie emporter les derniers des vestiges du passé dans la terre. Plus tard dans la nuit, alors que les lampes s'éteignaient dans le village et que Little Wendelmere retrouvait son rythme habituel de vent, de carillons d'horloge et de hiboux lointains, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre avec sa broderie une fois de plus en main. Elle enfila l'aiguille d'un mouvement expérimenté, puis s'arrêta et jeta un coup d'œil au motif. Tous les points n'étaient pas symétriques.
Certains étaient trop serrés, d'autres légèrement lâches. Mais vu de loin, le design tenait toujours. Ça a toujours été le cas. 2 semaines passèrent et le village de Little Wendelmere, comme toujours, renoua avec son rythme habituel. La cloche de l'église reprit son cadence quotidienne, l'Institut des femmes débattit une fois de plus des mérites des confitures de groseilles à maquereau ou de mûres, et les salons de thé Green Shutter s'emplirent du tintement des cuillères et du murmure de petits ragots satisfaits. Le grand drame de la réapparition et de la mort de Daniel Waring persistait désormais, non comme une blessure, mais comme un souvenir replié, rangé et poliment évoqué au passé. Mademoiselle Felicity Ardacre avait quitté l'hôpital, mais son retour chez elle, sur Willow Lane, avait été marqué par un changement notable. Les rideaux, autrefois constamment tirés, étaient désormais parfois laissés ouverts. Un petit vase de tulipes trônait à la fenêtre. Elle n'avait pas repris sa place au comité des fêtes, ni participé au cercle du déjeuner du jeudi. Mais, étonnamment, elle avait recommencé à se promener seule dans le jardin, sans chapeau ni gants. Miss Marple observe ce changement sans faire de commentaire. Elle avait cependant accepté une invitation à prendre le thé avec mademoiselle Ardacre le lundi suivant, et les 2 femmes étaient désormais assises l'une en face de l'autre dans ce salon qui semblait autrefois préservé du temps et du silence. Une nouvelle photographie avait été placée sur la cheminée. Edward Barton, en tenue modeste, souriait avec une retenue qui faisait écho à la femme qui examinait maintenant sa tasse de thé avec une attention particulière. « Il a dit qu'il ne voulait pas d'argent, » dit enfin Felicity d'une voix sèche et chuchotée. « Tu imagines? »« Je peux, » répondit Miss Marple. « Parfois, quand on a manqué de quelque chose toute sa vie, on ne cherche pas de compensation, seulement des liens. » Felicity hocha la tête, comme si cette vérité avait été difficile à accepter. Elle paraissait plus mince, non seulement de corps, mais aussi d'esprit, comme si le poids de son passé avait enfin pu se poser quelque part au-delà de ses épaules. « Je ne savais pas, » dit-elle après un silence. « Pas au début. Evelyne ne me l'a jamais dit. Daniel a gardé le silence. Je ne l'ai découvert qu'après sa disparition. Et à ce moment-là, c'était plus facile de ne pas poser de questions. Miss Marple lui accorde la grâce du silence. J'avais honte, continua Felicity, de lui, de l'enfant, de ce que tout cela pouvait signifier pour mon nom, ma position. Et puis, après sa mort, à quoi bon y revenir? J'ai fait la paix avec ça. Du moins, je croyais l'avoir fait. Mais Daniel ne l'avait pas fait, dit doucement Miss Marple. Non. Et quand il est revenu, tout a refait surface. Je me suis senti acculé. Mais ce n'était pas de la colère que je ressentais le plus. C'était un regret de ne pas avoir accepté de rencontrer le garçon, de ne pas avoir écrit à Evelyne avant sa mort. J'aurais pu. Je ne l'ai simplement pas fait. Ils ont siroté en silence pendant un moment. Je crois que Miss Marple a dit doucement « Tu vas écrire maintenant ». Félicité regarda par la fenêtre où les premières fleurs du printemps tremblaient dans la brise. « Oui, dit-elle. Oui, je crois que je le ferai. » Ailleurs, dans le village, le rapport de l'inspecteur Cray fut déposé et soumis. Les aveux d'Arthur Bairstow avaient été enregistrés et, compte tenu de son âge, de sa position dans la communauté et de l'absence de violence directe dans la mort de Daniel Waring, l'affaire n'était pas poursuivie comme meurtre, mais comme homicide involontaire avec circonstances atténuantes. Le ministère de l'Intérieur rendrait sa décision prochainement, mais il était probable que M. Bristow finirait ses jours sous surveillance, éloigné de la vie publique, mais sans être emprisonné. « Il est défraîchi », murmura Madame Wetherby en le croisant un jour dans la rue, comme une vieille photo oubliée au soleil. Ce n'était pas cruel, c'était juste vrai. Edward Barton, quant à lui, resta au village plus longtemps que prévu. Il logea à l'auberge Bluebell, sous la garde des Hinchley, aidant au jardin pendant la journée et faisant de longues promenades le soir.
Il parle peu de ses projets, même s'il commença à lire à l'église et proposa même de repeindre la clôture du vieux cottage Barton, dont les réparations étaient prévues. Un après-midi, Miss Marple le rejoignit là-bas. « C'est étrange, » dit Edward en époussetant le rebord de la fenêtre, « mais ça me semble familier, même si je ne me souviens pas d'avoir été ici. »« Tu étais bébé quand tu es parti, » a dit Miss Marple. « Mais la mémoire n'est pas seulement ce que nous pensons, c'est aussi ce que nous portons. » Il sourit à cela, de la même manière calme et pensive dont Daniel avait autrefois souri sur la seule photo qui restait de lui. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-elle. Il s'appuya contre la porte, pensif. « Je crois que je vais rester un moment. Pas éternellement, peut-être, mais assez longtemps. J'aimerais connaître le village, savoir ce qui a fait de lui l'homme qu'il était. Et ta tante ? » Elle a dit que je pouvais rappeler la semaine prochaine. Miss Marple hocha la tête. C'est un début. Le dimanche suivant, les cloches sonnèrent à Little Wendelmere, comme à leur habitude, attirant l'assemblée à Saint-Aldelme pour l'office du matin. Les bancs se remplirent, les cantiques furent chantés, et le sermon passa comme une douce brise. Au deuxième rang, mademoiselle Hardacre était assise à côté d'Edward Barton. Elle ne lui toucha pas le bras, ni ne lui lança un regard, mais elle lui avait réservé une place. C'était suffisant. Après le service, Miss Marple s'attarda près des compositions florales près de l'autel, admirant les lits que Madame Copley avait arrangés ce matin-là. Le vicaire s'approcha d'elle en souriant. « Mademoiselle Marple, dit-il, nous avons eu des semaines bien remplies, nous l'avons effectivement fait. Et pourtant, on dirait que tu viens de résoudre un mot croisé. » Elle sourit. « Peut-être. La vie ressemble beaucoup à des mots croisés, vicaire. Il faut compléter ce qu'on peut, attendre quelques indices qui se croisent et ne jamais avoir peur d'effacer quelque chose quand les pièces ne s'emboîtent plus. » Il rit Tardo. « Et ceux qu'on ne résout jamais ? Certaines énigmes ne sont pas faites pour être résolues, » dit-elle doucement. Elle comprenait juste assez pour les laisser tranquilles. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait et que les premières étoiles scintillaient sur les toits, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon. Son tambour à broder était posé, la bouilloire refroidissait déjà et l'horloge du village tirait doucement derrière elle. Elle regarda la place où tout semblait à nouveau paisible. De nouveaux secrets surgissent avec le temps, de nouvelles tempêtes dans des vers d'eau, de nouveaux drames à huis clos. Telle était la nature de la vie au village. Mais pour l'instant, l'histoire de Daniel Waring, du télégramme, du fils caché et du poids d'un long silence avait trouvé sa fin. Et comme la dernière page d'un livre doucement fermé, elle a laissé derrière elle non seulement des réponses, mais quelque chose de plus calme, une sorte de paix, une enquête sophistiquée pour les fans de Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Nero Wolfe et des mystères anglais. Cette histoire originale est un hommage créé par des fans et n'est ni affilié ni approuvé par la succession d'Agatha Christie.